Je vais laisser la parole à Lionel Dardenne, et cette fois, avec l'exemple des médaillés du Fonds des médaillés de la Résistance, on va être, je pense, encore plus centré sur les actes de résistance. Lionel, pour 20 minutes. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le directeur, merci de m'accueillir au château de Vincennes. Le conservateur du musée de l'Ordre de la Libération, Vladimir Trouplin, vous prie de l'excuser de ne pas avoir pu être là à cette conférence aujourd'hui, mais il est retenu par la fin du montage de notre prochaine exposition qui sera inaugurée aujourd'hui et qui porte sur les époux Aquin qui étaient archéologues et compagnons de la Libération. Et je serai contraint moi-même de le rejoindre cet après-midi, mais d'ici là, je serai son héros auprès de vous. Alors, je me permets je vais vous présenter, je vais faire une présentation assez générale des archives de l'Ordre de la Libération et de la Médaille de la Résistance. Je me permets avant un rapide rappel historique sur l'Ordre de la Libération, qui est créé dans les circonstances que vous savez le 16 novembre 1940 à Londres par le général de Gaulle, après l'échec notamment du ralliement de l'Afrique occidentale française à la France libre, les premiers morts au Gabon, et le général de Gaulle, qui ne peut décerner ni la Légion d'honneur ni la médaille militaire, crée un ordre national, et ce faisant, il pose aussi un acte régalien dans la constitution aussi de la France libre. L'ordre de la Libération est donc le deuxième ordre national. Il est destiné, donc selon l'ordonnance numéro 7 qu'il le crée, à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont distinguées dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. L'ordre de la Libération ne comporte qu'un seul grade, celui de compagnon, qui a été préféré au terme de croisé de la Libération. Compagnons parce que les compagnons, c'est les hétéroïs, c'est les compagnons d'Alexandre ou d'Ulysse qui sont tous égaux dans leur héroïsme. Outre le seul grade qui existe, celui de compagnon, il n'y a qu'un seul grand maître de l'ordre, c'est le général de Gaulle, lui-même n'étant évidemment pas compagnon de la Libération. Il est le grand maître. Pour ce qui est des chanceliers, en revanche, puisqu'il y a aussi une chancellerie, le premier chancelier était compagnon de la Libération, c'était Georges Thierry d'Argentlieu, jusqu'à aujourd'hui le chancelier d'honneur qui est Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Donc l'ordre de la Libération est forclos en janvier 1946, lorsque le général de Gaulle quitte le pouvoir, et il a été attribué à 1038 hommes et femmes, 5 communes françaises et 18 unités militaires. Le fait qu'il ait pu être remis, que la Croix de la Libération ait pu être remise après 1946, lui confère un caractère assez exceptionnel. Même on parle de chevalerie exceptionnelle, d'exception pour l'ordre de la Libération, puisque finalement 1061 croix de la Libération seulement ont été remises. Outre l'ordre de la Libération, en février 1943, le général de Gaulle crée la médaille de la résistance française pour récompenser les Français qui sont illustrés dans les combats de la Libération. C'est une décoration, la médaille de la résistance française, qui a, elle, partiellement été limitée. La remise de la médaille a partiellement été limitée en 1947. Et elle a été attribuée en revanche à plus de 65 000 hommes et femmes, 18 collectivités territoriales, 22 unités militaires et 15 collectivités civiles. Son objet était de reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France et dans l'Empire et à l'étranger, auront contribué à la résistance du peuple français contre l'ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940. Voilà, ça c'était pour le rappel historique. Pour ce qui est des compagnons de la Libération et des archives de l'ordre, je vais vous faire un rapide descriptif des contenus des fonds que nous possédons, qui sont évidemment largement
modestes par rapport à ceux des institutions présentées ici. Alors, dès sa création, l'ordre, en fait, en tant que chancellerie, possède des archives, et notamment qui sont relatives à l'attribution de la décoration. Évidemment, c'est les premières archives qui sont conservées à l'ordre depuis 1940. Donc parmi ces archives, là par exemple, l'ampliation du décret portant attribution à la Croix de la Libération, décret que seul pouvait signer le général de Gaulle, ou la mémoire de proposition qui, elle, est élément intéressant, comprend les éléments factuels justifiant l'attribution de la décoration. Alors, ces archives d'attribution de la croix sont le fonds commun des archives, des dossiers individuels des compagnons de la Libération qui sont à la chancellerie. Et à ces éléments, au fil du temps, et encore aujourd'hui, se sont ajoutés une organisation en sous-thèmes des dossiers individuels des compagnons, en plusieurs chemises dans lesquelles ont été organisées la correspondance. Et c'est assez intéressant puisque c'est la correspondance jusque dans les années 80 des compagnons de la Libération entre eux, puisque avec les chanceliers qui sont compagnons eux aussi, donc les compagnons entre eux sur la remise de la décoration, sur la vie de l'ordre à peu près jusque dans les années 80. Ensuite, il y a eu beaucoup moins de compagnons de la Libération, et aujourd'hui, il en reste 5. Outre la correspondance, nous avons des chemises qui portent sur les renseignements des compagnons de la Libération, puisqu'en entre 48 et 63, des fiches synthétiques de renseignements ont été envoyées aux compagnons, ou à leurs représentants quand ils avaient disparu, puisque 700 croix ont été remises à titre posthume. Et c'est souvent, en fait, grâce à ces fiches qui ont été envoyées et qui ont été renvoyées à l'ordre, qu'on a pu établir les éléments de base sur la date de naissance, le lieu de naissance, etc. Nous avons aussi les éléments biographiques, l'acte de naissance, par exemple, parce que c'est pas toujours évident, les états de service des compagnons de la Libération, y compris pour la Première Guerre mondiale, puisque 10% d'entre eux ont fait les deux guerres, par exemple Koenig, De Gaulle, Churchill, etc. Nous avons aussi un dossier de presse pour les articles, coupures de presse, que ce soit dans les périodiques, dans les quotidiens, les interviews, les nécrologies, maintenant évidemment les articles en ligne qui paraissent, puisque on a moins besoin de faire de veille avec les alertes qu'on peut recevoir sur les compagnons. Et un dossier aussi sur les décès et sépultures, puisque l'ordre de la Libération possède un caveau au Père-Lachaise. Donc c'est souvent l'ordre de la Libération qui organise les funérailles. Et comme vous savez sans doute, le dernier caveau vide du Mont Valérien sera destiné au dernier compagnon à décéder. Alors ces dossiers partagent une organisation commune, mais ils sont jamais clos, puisque régulièrement des pièces y sont versées, que ce soit des choses qu'on découvre ou des dons des familles aussi, des familles qui se débarrassent des souvenirs et qui finissent par donner des cartons entiers d'archives. À toutes ces archives s'ajoutent aussi des archives propres aux compagnons, et en fait qui témoignent de leurs actions dans la France libre, dans la résistance intérieure, et qui constituent pour nous une source primaire de la première importance. Et c'est aussi intéressant pour nous parce que c'est des documents qui rendent compte en amont de l'engagement des compagnons de la Libération et en aval de leur parcours. Alors parmi ces documents, par exemple, on peut citer les correspondances de grandes figures de la France libre comme René Pleven et le général Koenig, les carnets de guerre aussi, par exemple, de Claude Chandon, qu'on peut voir là, de Jacques Hébert, de Marcel Gaffy, etc. Nous avons aussi les logbooks
les logbooks des aviateurs. Alors ici, René Mouchotte, où vous voyez, il a dessiné lui-même le véritable vainqueur de la bataille d'Angleterre, à savoir le Hurricane, où là, vous avez le logbook de Pierre Klosterman, donc l'as des as de la France libre. Et c'est, par exemple, comme source primaire, ces logbooks sont de la plus haute importance parce que comme c'est là où les aviateurs notent leur mission et surtout les ennemis abattus, les avions ennemis abattus ou détruits, endommagés, c'est ça qui fait foi pour ce qui est du problème assez épineux parfois du nombre de victoires. Vous voyez, pour Pierre Klosterman, sachant qu'aucune armée, à l'époque en tout cas, comptait les victoires de la même manière. Parce que vous aviez des fois des demi-victoires, des victoires qui n'étaient pas homologuées, etc., etc. Donc vous voyez les logbooks qui sont d'autant plus intéressants que ce n'est pas seulement des colonnes de chiffres et de missions, mais aussi, comme vous voyez là, des dessins, des commentaires, des fois des aviateurs, des caricatures même de leurs supérieurs, qui sont y compris parfois compagnons de la Libération, donc c'est assez intéressant. Des choses qui sont découpées dans les journaux, enfin, etc., etc. Alors évidemment, aussi les faux papiers de la résistance, les fausses cartes d'identité, les faux bons alimentaires, etc. Les faux papiers d'Antoine Avinin, par exemple, là, Olivier Arti de Pierrebourg. On a aussi les carnets scolaires d'André Boyer, du réseau Brutus, par exemple. Quand je parlais d'archives en amont, par exemple, les carnets scolaires, c'est toujours intéressant. Les archives de Maurice Duclos, Pajac, sur le commando A220, par exemple. Et alors là, c'est des archives qui ont été versées comme legs testamentaires à l'ordre de la Libération. Alors, les actes d'engagement, évidemment. Et alors là, c'est intéressant puisque tout à l'heure, Fabrice Bourré nous a montré un acte d'engagement qui était blanc. Et là, on a la version bleue. Alors là, c'est l'acte d'engagement qui est bleu, puisque il y avait deux exemplaires. Un exemplaire qui était bleu, qui était remis à l'intéressé, qui s'engageait dans les forces françaises libres, et une version blanche qu'on a vue tout à l'heure, qui était, elle, conservée par le bureau des effectifs du dépôt central. Et d'ailleurs, le SHD, justement, possède généralement cet exemplaire en blanc dans ses dossiers individuels. On a aussi d'autres éléments d'archives, comme les cassettes audio, notamment des entretiens qui ont été menés, les entretiens des compagnons de la Libération, et qui tous n'ont pas été encore retranscrits. Et c'était dans le projet de Romain Gary, compagnon de la Libération lui aussi, de faire un livre définitif, ou peut-être un film, enfin un livre sur les compagnons de la Libération. Et donc ça c'est des cassettes qui ont été données par Jérôme Camilly. Et malheureusement, Romain Gary a renoncé devant l'ampleur de la tâche et sa disparition tragique à faire ce livre. C'est un peu comme le Napoléon de Kubrick, en fait. La tâche était trop colossale, mais il reste en fait ces éléments de préparation, en fait, ce matériau qu'on a dans nos archives. Le musée a été parce que l'Ordre de la Libération possède un musée, et cette muséographie, la nouvelle muséographie, puisque le musée a été rénové entre 2012 et 2014. Cette muséographie, elle est composée d'objets, évidemment, mais aussi d'éléments d'archives et de documents de l'époque de la guerre qui évoquent le parcours des combattants, comme la dernière lettre de Robert Marchand à sa famille, ça qui a été donné d'ailleurs très récemment à l'Ordre. La dernière lettre de Robert Marchand, qu'un peintre de l'organisation spéciale qui a été fusillé, puisque en effet, donc comme je vous disais, l'Ordre possède un musée l'Ordre est un musée qui gère en fait un centre d'archives. Et ça, je crois, Monsieur le Président, que c'est une problématique que vous connaissez. Donc c'est pas seulement un centre d'archives, c'est en fait surtout un musée. Pour ce qui est alors de la médaille de la résistance française, là c'est tout à fait différent, puisque les dossiers des médailles de la résistance sont
sont beaucoup plus lacunaires. La médaille de la Résistance française est rattachée à l'Ordre de la Libération, évidemment, puisque c'est une création du général de Gaulle. Et il y a eu une commission nationale de la médaille de la Résistance qui a été créée et qui existe encore aujourd'hui, puisque la médaille de la Résistance française est encore attribuée. Donc là, les dossiers sont particulièrement lacunaires. Et la chancellerie ne détient pour chacun d'entre eux, en fait, c'est une connaissance du coup plus fragmentaire du parcours des médaillés de la Résistance par rapport aux compagnons, en fait, qui eux, du coup, même si je vais vous parler du volume de fonds tout à l'heure, mais pour les compagnons de libération, les archives sont suffisantes pour établir des parcours assez détaillés, ce qui est malheureusement pas le cas pour les médaillés de la Résistance. Et pour l'heure, seuls les versements d'archives privées, les versements d'archives privées viennent compléter souvent les dossiers, comme ça a été le cas pour les collectivités civiles, notamment l'université de Strasbourg. Il y a eu un dépôt de fonds pour l'université de Strasbourg qui est médaillée de la Résistance. Mais alors, la forclusion partielle de la médaille de la Résistance a fait que après 1947, les dossiers d'attribution ne passaient plus devant la commission nationale, et c'est pourquoi après 1950, la commission perd un peu la trace de beaucoup de dossiers, et il manquerait environ 17 000 dossiers à la commission. 17 000 dossiers, c'est-à-dire près d'un quart des titulaires. Et justement, avec nos partenaires du SHD, de l'ENAC, de la Fondation de la Résistance, nous sommes en train d'essayer de les retrouver et d'essayer de les compléter, en fait, de les localiser, s'ils existent, parce que en plus c'est même pas sûr, mais on essaye de faire au mieux pour pouvoir avoir un fonds, pour pouvoir en fait compléter ce qui manque. Et d'où la création l'année dernière, en juin 2017, d'un partenariat entre l'Ordre de la Libération et la Fondation de la Résistance, et une déclaration commune aussi à l'occasion du 75e anniversaire de la médaille en février dernier, entre l'Ordre et la DPMA, dans un rapprochement qui a pour but de faciliter les échanges et le travail scientifique pour justement compléter ces dossiers individuels avec, dans la perspective d'un vaste projet d'études prosopographiques pour essayer d'avoir une idée de qui étaient ces médaillés de la Résistance, puisqu'en fait on n'en a qu'une assez vague idée finalement, et donc c'est les premiers jalons pour éventuellement un travail d'envergure, puisque pour l'instant l'étude des médaillés en est qu'assez balbutiement. Donc cette étude aussi, ce rapprochement entre nos institutions, elle est portée par le projet de numérisation et de mise en ligne des dossiers des médaillés. Et ça, c'est Blandine Wagner qui va en parler, j'imagine, tout à l'heure. Donc en vertu de la convention signée par la DPMA pour le site Mémoire des Hommes. Les dossiers de la Résistance, voilà, pour ce qui est des fonds du volume des fonds, les dossiers de la Résistance, ça peut être des mémoires de proposition, donc là vous voyez un personnage assez connu, assez conséquent, mais des fois ça se limite à une feuille ou un morceau de papier. Ça malheureusement c'est ce qu'il y a beaucoup dans les fonds. L'Ordre de la Libération, lui, a donc 1061 dossiers répartis en 80 boîtes de conservation. Et alors, on disait tout à l'heure que le SHD, c'était 450 km d'archives linéaires. Pour l'Ordre, c'est 135 mètres. Donc, vous voyez qui sont en plus de format variable, entre quelques dizaines de documents et plusieurs boîtes, évidemment, pour Jean Moulin, par exemple. Alors que les médaillés, eux, qui sont 65 000, sont les dossiers seulement dans 400 boîtes. Voilà, et montre une profonde inégalité entre l'ordre et la médaille, et la nécessité pour l'ordre de compléter ces dossiers.
Voilà. Les travaux du musée ont été faits dans l'optique de pouvoir accueillir des chercheurs et pouvoir même mettre en ligne à terme ce qui se trouve dans les dossiers des Compagnons de la Libération, qui soit consultable informatiquement. Et l'Ordre propose en outre à sa disposition 30 000 photographies et 600 ouvrages relatifs aux compagnons ou écrits par eux. Voilà. Et pour conclure, donc si les archives de l'Ordre de la Libération sont évidemment quantitativement très limitées et très faibles par rapport aux grandes institutions présentées ici par Frédéric Quéguimeur, Patrice Régilet, Alain Alexandra, elles sont en revanche qualitativement très importantes et intéressantes et peuvent largement contribuer à retracer ces parcours de résistants qui sont le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Lionel. Je rebondis sur la conclusion. Effectivement, là tu nous as ouvert des portes importante de recherche avec tout ce groupe des médaillés qui, tu l'as très bien dit, est à explorer. On a déjà depuis ce matin, rien qu'en 2 interventions, quasiment devant nous plus de 150 000 dossiers, je pense. Et si on ajoute les morts en déportation, on a déjà dépassé les 200 000. Donc vous voyez les enjeux de la recherche. Merci aussi Lionel d'avoir montré que ces archives contenaient énormément de fonds individuels versés et des fonds privés. Et ça, c'est un autre océan qu'on va ouvrir maintenant.